Mais ce qui est particulièrement intéressant, c'est que ce déplacement vers Hormuz constitue en soi un succès stratégique pour l'Iran. Au départ, le détroit n'était pas un objectif du conflit, il était ouvert. Et la confrontation portait sur des enjeux militaires et nucléaires. En menaçant, puis en perturbant la circulation maritime, l'Iran a réussi à déplacer le centre de gravité du conflit vers un terrain où il dispose d'un avantage systémique. Nous sommes de retour en direct dans le live de TV Finance, votre émission qui s'attache à comprendre l'actualité. L'actualité est évidemment géopolitique à l'heure actuelle. Et pour ce faire, pour vous aider, pour nous aider à comprendre, eh bien, nous avons le plaisir de retrouver pour la première fois en duplex Monsieur Lotfi Hamzi. Bonjour, Monsieur Hamzi. Bonjour, Louis-Antoine. D'être avec nous ce matin. Vous êtes, je le rappelle, professeur à Neoma Business School. Vous êtes docteur en droit international et en relations internationales. Votre parole vaut de l'or. On a hâte d'entendre vos explications, Lotfi. On le sait tous, un cessez-le-feu est en cours. Deux cessez-le-feu sont en cours au Moyen-Orient à l'heure actuelle. Est-ce qu'on peut dire à l'aune de ces situations que la crise au Moyen-Orient est terminée ? D'abord, merci pour votre invitation. Et malheureusement, non, Louis-Antoine, on ne peut absolument pas dire aujourd'hui que la crise est terminée. C'est le feu, puisqu'il y en a un deuxième qui s'est conclu hier soir, ne mettent pas fin au conflit. Ils en modifient simplement la forme et la temporalité. Ce qui est frappant d'ailleurs, c'est la multiplication de ces cessez-le-feu ponctuels qui fonctionnent davantage comme des pauses tactiques que comme des solutions durables. L'exemple le plus récent est l'annonce d'un cessez-le-feu donc, de 10 jours entre Israël et le Liban, comme je viens de le dire, qui montre bien que les tensions restent actives sur plusieurs fronts simultanément. On est donc dans une configuration régionale fragmentée. Le front iranien, certes, se stabilise temporairement, mais le front libanais, lui, reste volatile. Et d'autres zones, comme la mer Rouge ou l'Irak, restent sous tension. Cela traduit un phénomène plus profond. La crise n'est plus localisée, elle est aujourd'hui systémique. Et les enjeux fondamentaux demeurent finalement inchangés. Le programme nucléaire iranien, la rivalité stratégique entre l'Iran et Israël, le rôle des États-Unis comme garant de sécurité et plus largement la recomposition des équilibres régionaux. Aucun de ces paramètres n'a été résolu par les cessez-le-feu. Et puis on a des préalables. L'histoire nous explique de toute façon que quoi qu'il arrive, tant que la diplomatie ne sera pas entrée en jeu, eh bien les pays, notamment du Moyen-Orient, l'Irak, notamment, on le sait, la Syrie, etc. Eh bien, il faut des solutions diplomatiques. Sinon, ce sont des pays qui, un jour ou l'autre, auront toujours leur velléité de souveraineté. C'est normal. Oui, absolument. Encore une fois, ces crises révèlent en général des tensions qui se prolongent, ou en tout cas qui ont des racines historiques très lointaines, qui ont une explication sociologique très profonde. Et tant qu'on ne s'attaque pas effectivement à ces aspects-là, on ne règle pas avec un cessez-le-feu un conflit dans un pays ou dans une région, encore moins dans cette région du monde qui est forcément et la région peut-être la moins instable depuis plusieurs années, plusieurs Oui, décennies même. oui, c'est très clair, hein. Donc c'est ce que je voulais dire. L'histoire récente le démontre. Que ce soit en Irak, que ce soit en Afghanistan, que ce soit en Libye, il n'y a aucune puissance régionale, et notamment du Moyen-Orient, qui se soumet durablement à la puissance militaire. Et donc, il faut donc trouver une autre alternative. Mais cette autre alternative, Monsieur Hamzi, donc le cessez-le-feu est entré entre Israël et le Liban est entré en vigueur cette nuit à minuit heure de Paris, 17h heure de Washington. 2 heures après, le Hezbollah attaquait Israël, Israël attaquait le Liban. Donc en fait, c'est une paix qui n'est qu'une paix de communiqué diplomatique, en fait. La réalité du terrain est tout autre.
Alors, pour les populations, c'est toujours, bien sûr, ce type de cessez-le-feu est le bienvenu parce que ça permet d'espérer, ça permet au moins de se réorganiser, ça permet d'être approvisionné en alimentation, ça permet aux secours humanitaires d'arriver, etc. Et ça permet d'espérer de nouveau. Mais il est vrai que les tenants de la décision, que ce soit militaire, que ce soit politique, ne se contenteront pas d'un simple cessez-le-feu et que tant qu'il n'y a pas de négociation, tant qu'il n'y a pas de pourparlers directs entre les différents acteurs qui permettraient de s'engager dans une ligne à moyen et long terme pour envisager une paix, évidemment, ce cessez-le-feu ne sera que d'une durée relativement courte. Alors, aujourd'hui à Paris se tient une réunion à laquelle participeront quelques dizaines de pays sous l'égide de la France et de la Grande-Bretagne. Emmanuel Macron et Monsieur Sterner tiennent un sommet international sur la réouverture du détroit d'Ormuz. Deux questions sur cette réunion, Monsieur Hamzi. La première, le détroit d'Ormuz, la guerre d'Ormuz, c'est le véritable champ de bataille, on est d'accord. Ça ne se joue pas ailleurs. Et deuxième question, on a l'impression, avec ce sommet, que la diplomatie reprend un peu le pas sur la puissance militaire. Alors, vous avez tout à fait raison. Le détroit d'Ormuz est devenu aujourd'hui le centre de gravité stratégique du conflit. C'est un point de passage vital pour l'économie mondiale. Donc, je rappelle juste qu'à peu près 20% du pétrole mondial y transite. Mais ce qui est particulièrement intéressant, c'est que ce déplacement vers Hormuz constitue en soi un succès stratégique pour l'Iran. Au départ, le détroit n'était pas un objectif du conflit, il était ouvert. Et la confrontation portait sur des enjeux militaires et nucléaires. En menaçant, puis en perturbant la circulation maritime, l'Iran a réussi à déplacer le centre de gravité du conflit vers un terrain où il dispose d'un avantage systémique. Cela oblige les États-Unis à changer de posture en passant d'une logique offensive à une logique défensive de sécurisation des conflits. Donc on le voit concrètement aujourd'hui, les États-Unis ne se contentent plus de surveiller. Ils ont commencé des opérations actives de sécurisation, notamment des missions de déminage dans et autour du détroit, ce qui est un indicateur très fort du niveau de menace. Le minage naval est une stratégie classique de déni d'accès, peu coûteuse mais très efficace, qui a déjà été utilisée par l'Iran dans le passé, notamment dans son conflit avec l'Irak dans les années 80. Alors, parallèlement, la perturbation des flux est visible. Des centaines de navires sont en attente plutôt à l'entrée du Golfe. Certains tankers ralentissent, changent de trajectoire, coupent leur système AIS, ou alors parfois font même demi-tour sous pression. Et ce qui est fondamental, c'est que la fermeture totale n'est pas nécessaire. Il suffit d'introduire de l'incertitude, par exemple avec la menace des mines ou d'interception, pour faire exploser les coûts d'assurance, réorganiser les chaînes logistiques, déstabiliser les marchés, etc. On est donc dans une sorte de guerre des flux, et même une guerre de l'incertitude, je dirais. Et dans ce type de conflit, celui qui parvient à imposer ce climat d'incertitude, sans forcément fermer complètement, prend un avantage stratégique réel. Alors vous avez fait allusion aux initiatives diplomatiques, notamment de la France et du Royaume-Uni. Ces initiatives seront les bienvenues, mais elles sont encore balbutiantes. Déjà, il n'y a pas un accord total sur la manière d'intervenir entre ces deux grandes puissances, la France et le Royaume-Uni. Deuxièmement, on ne sait pas comment leur intervention s'organiserait ou en tout cas se conjuguerait avec les interventions américaines. On a vu les tensions précédemment entre, en tout cas dans les déclarations de Trump, qui faisait appel dans un premier temps à l'aide des puissances de l'OTAN et puis face au refus
initial de la France notamment, il disait « je n'ai plus besoin de vous et je vais pouvoir faire seul en quelque sorte ». Donc on ne sait pas du tout quel accueil Trump donnerait à cette initiative diplomatique, je le rappelle, qui n'est pas une initiative militaire. Donc ça veut dire qu'elle interviendrait lorsque ces deux puissances et tous ceux qui s'y joindraient seront certaines que les risques militaires sont à peu près maîtrisés. Ouais, vous avez totalement raison, et notamment sur cette notion de flux, de guerre des flux, puisque finalement, par la force des choses, on a l'impression que ceux qui décideront de la réouverture ou non du détroit d'Ormuz, ce sont les assureurs, ce sont les compagnies d'assurance qui décideront ou non d'assurer les cargaisons, et à partir de là, le détroit peut-être recommencera à fonctionner. Oui, absolument. Absolument. Et d'ailleurs, ça permet aussi de relativiser un petit peu le rôle des États-Unis et en tout cas leur capacité à contrôler véritablement la situation aujourd'hui. Donc, ils la contrôlent partiellement. Mais il faut bien comprendre à la fois l'ampleur de leur dispositif et ses limites structurelles. Les États-Unis ne bloquent pas le détroit d'Ormuz dans son ensemble. En fait, leur stratégie consiste à cibler les flux liés à l'Iran, notamment en empêchant les navires d'entrer ou de sortir des ponts iraniens, afin de limiter ces exportations pétrolières. Mais cette posture est en réalité une réaction stratégique. C'est une réaction plutôt à la stratégie iranienne, comme je le disais précédemment. Et sur le plan technique, les moyens mobilisés sont considérables. Environ 10 000 militaires, une quinzaine de navires de guerre, des destroyers, croiseurs, éventuellement un porte-avions, ainsi que des drones, des avions de surveillance, etc. Et l'ensemble est coordonné par la 5e flotte américaine basée à Bahreïn. Donc le contrôle repose notamment sur le suivi donc AIS des navires, les interceptions, les escortes et les règles d'engagement permettant de dériver ou bloquer certains bâtiments. Alors malgré cela, ce contrôle reste incomplet. Pourquoi D'abord parce que la zone est extrêmement dense, des centaines de navires circulent dans un espace très contraint. Ensuite, parce que les acteurs contournent. Certains tankers, sanctionnés, continuent de passer. D'autres coupent leur transpondeur, chargent de pavillon, changent de pavillon, pardon, ou modifient leur route. Donc on a vu récemment plusieurs navires franchir le détroit malgré les restrictions, tandis que d'autres ont dû faire demi-tour sous pression. La marge quand même, c'est-à-dire qu'effectivement, hier, je crois qu'il y en a 4, il y a 4 bateaux qui sont passés. Je crois qu'au maximum, depuis le début du conflit, il y en a une dizaine le même jour qui sont passés. Donc ça reste quand même très à la marge. Je rappelle qu'avant, c'est plus de 120 bateaux, 140 navires qui transitaient par ce détroit quotidiennement. Donc voilà, c'est pas... Donc ce qui veut dire alors, que si j'entends bien, vous dites que finalement les États-Unis contrôlent en partie les flux de ce détroit à l'heure actuelle, mais ce contrôle n'est pas encore suffisant pour restaurer la confiance, notamment des transporteurs et des assureurs, ce qui fait que par la force des choses, on a l'impression que les États-Unis ne contrôlent finalement pas grand-chose. Alors, encore une fois, les États-Unis, sur le plan purement technique, militaire, ont le contrôle. Au moins, ils ont la capacité de surveiller et de connaître à l'instant T les mouvements dans le golfe d'Ormuz. Mais maîtriser l'information et connaître le flux ne veut pas dire forcément que les États-Unis ont militairement la capacité de dominer et d'imposer à l'Iran, en tout cas, une ouverture totale de ce détroit. Je rappelle encore une fois que ce détroit d'Ormuz est
que certains qualifient d'une sorte de carte d'or entre les mains de l'Iran. L'Iran ne renoncera jamais à cette carte, y compris d'ailleurs dans les négociations. Donc avec le cessez-le-feu, l'Iran continue à utiliser cette carte de pression parce qu'il sait qu'elle fait mal aux États-Unis, elle fait mal à l'économie mondiale, et parce qu'elle fait mal à l'économie mondiale, elle continue une sorte de pression supplémentaire sur les États-Unis, de la part de leurs alliés ou de la part d'autres puissances. Mais alors justement, Monsieur Hamzi, à qui profite cette situation à l'échelle internationale? Parce que on l'a compris, les rapports tombent les uns après les autres. On s'est posé énormément de questions au début de la guerre d'Ormuz, notamment quand un avion de reconnaissance de renseignement américain avait été bombardé, je crois, aux Émirats arabes unis. Il y a quelques jours, on a appris qu'en fait, les Iraniens avaient tout simplement acheté un satellite espion chinois qui leur avait fourni les coordonnées exactes de cet aéronef. Donc, qui dit Chine dit Moscou, Moscou qui fournit des drones Shahed, donc inventés par les Iraniens. La Russie les fournit désormais aux Iraniens. Donc en fait, voilà, le conflit est totalement internationalisé, mais surtout, il profite à qui? À la Chine, à Pékin et à Moscou? Je dirais d'abord qu'il n'y a pas de grand gagnant, mais plusieurs acteurs tirent des bénéfices relatifs de ce désordre. Laissez-moi d'abord commencer par les acteurs directs. Je pense que l'Iran est un peu le pays qui peut-être tire le plus de bénéfices malgré les apparences. L'Iran reste debout. Il n'a pas été neutralisé et il conserve une capacité de nuisance stratégique, notamment via ses relais régionaux et ses leviers asymétriques. Et il semble même avoir imposé la carte libanaise dans les discussions avec les États-Unis, qui ont dicté un cessez-le-feu à leurs alliés israéliens dans sa guerre contre le Hezbollah. Les États-Unis, deuxième acteur, maintiennent leur rôle de puissance sécuritaire dans la région, mais au prix d'un engagement militaire et politique très coûteux. En revanche, des puissances comme la Chine peuvent tirer un bénéfice indirect important. Cette crise détourne l'attention stratégique occidentale vers le Moyen-Orient, ce qui peut alléger un peu la pression dans les zones sensibles comme la guerre de Chine ou Taïwan. Elle permet aussi à Pékin de renforcer ses relations avec les pays du Golfe, en se positionnant comme un partenaire économique et énergétique stable, notamment dans le cadre de ses initiatives régionales, qu'il est en train de relancer d'ailleurs. De son côté, je finirai avec la Russie, celle-ci bénéficie également de la situation. La dispersion déjà de l'attention occidentale peut réduire la pression politique sur la guerre en Ukraine et les tensions sur les marchés énergétiques tendent à soutenir les prix du pétrole, qui renforce indirectement ses revenus malgré les sanctions. Donc la Russie aujourd'hui est en train de devenir en quelque sorte le fournisseur principal de la Chine et de plusieurs puissances, de l'Inde également. Il l'était déjà avant cette crise, mais il devient en quelque sorte un fournisseur encore plus stratégique pour ces deux grandes puissances. On est donc dans une logique de gain relatif finalement. Personne ne gagne, clairement, mais certains exploitent le désordre pour améliorer leur position dans le système international. Alors justement, Monsieur Hamzi, vous dites personne n'y gagne, profiter du désordre. On a quand même l'impression que ça reste une partie d'échecs très maîtrisée, hein, qu'on assiste en direct à une recomposition des grands équilibres mondiaux. Je rappelle que cette semaine, en 48 heures, Xi Jinping a reçu Sergueï Lavrov, la Russie, a reçu le Premier ministre espagnol, Pedro Sanchez, et a reçu le prince héritier d'Abu Dhabi. C'est pas n'importe qui quand même. Ça présuppose quand même que Xi Jinping, la Chine, est en train de peut-être se mettre aux manettes d'un nouvel ordre mondial, d'autant plus, et c'est la question que finalement aujourd'hui on va se poser, la Chine, vous le dites, est dépendante quand même malgré tout, même si elle récupère par-ci par-là quelques barils russes, en réalité elle est quand même très dépendante du pétrole iranien. Est-ce que la Chine, selon vous, aura la volonté, voire même peut-être le courage de peser sur Téhéran pour rouvrir le détroit? Alors, la Chine a un intérêt à ce que le détroit soit réouvert. Ça, c'est indiscutable. Maintenant, est-ce que la Chine
est prête à user de son poids et de sa relation privilégiée avec l'Iran pour lui imposer une ouverture en quelque sorte prématurée, entre guillemets, en tout cas considérée comme telle par l'Iran, je ne suis pas sûr que les Chinois s'engageraient dans une telle perspective. Parce qu'encore une fois, le pouvoir libanais ou les autorités iraniennes restent encore très, en tout cas, attachés à cette carte qui, pour eux, continuera à peser dans leur confrontation avec les États-Unis. Et s'ils perdent cette carte, ils risquent de se retrouver en quelque sorte un peu désarmés, en tout cas beaucoup moins forts face à la pression américaine et israélienne. Donc je pense que dans un premier temps, les Chinois ne s'aventureront pas à utiliser cette carte et à faire pression sur les Iraniens. Ça ne veut pas dire que dans les semaines ou mois à venir, cette question ne va pas revenir de manière sérieuse pour une négociation, mais alors dans un cadre beaucoup plus général dans lequel l'Iran obtiendrait des garanties, que ce soit du côté américain ou même en renforçant son alliance avec la Chine pour justement pouvoir ouvrir sans risque, ou en tout cas pour pouvoir garantir une navigation libre dans le Golfe. Monsieur Hamzi, dernière question. On a bien compris que donc voilà, les négociations doivent être ouvertes dans un cadre, comme vous l'avez dit, global, général, pour que chacun puisse y trouver d'une certaine partie un peu son compte. Il y a une région qu'on oublie de commenter régulièrement. Est-ce que dans ce cadre général dont vous parlez, eh bien, il faudrait inclure Taïwan? Idéalement, oui, je dirais, mais inclure Taïwan, est-ce que le pouvoir chinois actuel accepterait On va dire que indirectement, Taïwan est inclus, on en a parlé dans le contexte global. Mais de là à ce que la Chine accepterait des négociations sur Taïwan dans un contexte international, il y a un pas que personnellement je ne franchirai pas. La Chine considère et a toujours considéré que la question taïwanaise est une question interne. Donc par conséquent, internationaliser ce conflit est considéré par le pouvoir chinois comme un risque qu'il ne prendrait pas. Mais en revanche, la question de Taïwan va devenir, dans les prochains mois, prochaines années, encore beaucoup plus peut-être importante et beaucoup plus cruciale dans la mesure où, encore une fois, les Chinois vont sortir renforcés suite à ce conflit du Golfe. Ils vont élargir leurs alliances au niveau international, principalement avec les pays du Golfe, mais pas seulement. Et ils profiteraient en quelque sorte pas d'une perte de légitimité, mais en tout cas, d'une baisse de légitimité de l'allié américain, qui peut-être leur a finalement un peu offert cette carte ou offert cette possibilité pour s'engouffrer. Alors ça ne veut pas dire que les États-Unis resteraient les bras croisés devant une revendication encore plus active de Taïwan et une éventuelle action militaire contre Taïwan. Mais, encore une fois, oui, je suis d'accord que la Chine va désormais intensifier peut-être ses actions, dans un premier temps diplomatique, d'intimidation vis-à-vis de Taïwan. Et on l'a vu récemment, donc la visite de la chef de l'opposition taïwanaise, qui a été reçue en grande pompe par le président chinois. Donc elle a fait une déclaration selon laquelle l'autonomie taïwanaise n'est pas une question prioritaire aujourd'hui. L'autre fille, toujours dans cette logique de prospective,
on a ouvert votre interview en disant que bien au Moyen-Orient, il y avait deux phases, deux périodes, deux actions de négociation qui sont actuellement en cours, deux rounds de négociations qui sont actuellement en cours. Il est 10h23, on apprend, là, ça a un peu moins d'une demi-heure, eh bien, qu'il semblerait que malgré les bombardements en Israël et au Liban, eh bien, la paix ne soit pas dans l'impasse. C'est le président syrien qui dit ça. Et on apprend également de sources européennes, et notamment c'est le Figaro, qui nous dit que les États-Unis et l'Iran devraient se rencontrer la semaine prochaine au Pakistan. C'est plutôt de bon augure. La diplomatie prend le pas un peu sur le militaire. Oui, je pense qu'il est de l'intérêt de toutes les parties aujourd'hui de rester dans cette ligne de négociation, en tout cas de pourparlers, pour des négociations beaucoup plus sérieuses. Aucune partie n'a intérêt, je ne parle pas d'Israël évidemment, mais aucune autre partie n'a aujourd'hui intérêt à ce que les hostilités militaires reprennent sur le terrain. Donc oui, tout à fait. Moi, je pense que l'Iran, malgré donc sa rigidité apparente, les États-Unis, malgré les messages fanfares au nom de Trump, vont aller dans cette direction et vont aller vers un deuxième round de négociations. Et ce qui facilite encore une fois les choses, c'est qu'aujourd'hui, un des obstacles considéré comme tel, en tout cas par l'Iran, c'est le cessez-le-feu au Liban. Donc l'Iran peut avancer en disant j'ai obtenu le respect de cette exigence, donc ça renforce sa légitimité vis-à-vis de ses alliés, de l'Axe, comme on le dit, et également ça permet à l'Iran au moins de vendre un petit peu quelques concessions au niveau de sa population plus tard, s'il doit reculer sur d'autres aspects comme le nucléaire, etc. Et il le fera sans doute parce qu'il n'a pas le choix. Écoutez, Monsieur Hamzi, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Lotfi Hamzi, vous êtes professeur à Neoma Business School, vous êtes docteur en droit international et en relations internationales. Et écoutez, je vous remercie beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'était un plaisir de vous entendre. J'espère vous revoir bientôt chez nous. Et écoutez, d'ici là, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Et je vous en prie. Et de notre côté, on va s'arrêter là. Je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur notre site internet tvfmedia.fr ou bien sur notre chaîne YouTube TV Finance. Et écoutez, c'est Rosine Pagès qui vous retrouvera dès lundi prochain à 8h55 pour une nouvelle semaine d'analyse, de décryptage et de commentaires de l'actualité qui impacte les marchés financiers. Je vous souhaite une excellente journée et un très bon week-end sur TV Finance.